Bonsoir tout le monde, c'est Vaidju Nahavane ici. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire des forums français. C'est le deuxième webinaire et je suis très heureuse de vous inviter aujourd'hui à participer à ce webinaire qui est autour de la liberté de la presse en Inde sous le gouvernement de Narendra Modi. Alors, nous avons une grande chance aujourd'hui d'avoir un invité de taille qui est P. Sainath. Sainath va s'exprimer en anglais. Ça sera pour les 10 premières minutes de notre webinaire et après, évidemment, on va avoir une table ronde avec Sébastien Farsi, qui est le correspondant de Radio France en Inde, mais il écrit aussi pour bien d'autres médias, y compris pour Libération. Vous avez Daniel Bastard, qui est de Reporters sans frontières, qui est vraiment chef du desk Asie et surtout sur l'Inde. Nous avons également Tirthankar Chanda, qui est avec Radio France, mais à Paris. Il travaille pour le site web, mais Tirthankar est aussi un critique littéraire. Il est engagé dans plusieurs activités culturelles et il nous parlera aussi de la liberté de la parole en tout ce qui est la sphère culturelle en Inde. Et finalement, je tourne aussi vers Ingrid Tervat. Ingrid, qui est chef d'édition expat de Courrier International. Ingrid, qui est de deux cultures, parce qu'elle est à la fois indienne et à la fois franco-allemand, je dirais. Je ne sais pas comment te décrire, Ingrid, mais voilà notre panel d'aujourd'hui. Et je suis très contente de donner la parole à Sainath, qui est le journaliste le plus primé de l'Inde. Sainath, qui a reçu le fameux prix Raymond Magsaysay des Philippines, accordé par des Philippines, qui est considéré comme le Nobel asiatique pour la littérature ou le prix Nobel de la paix asiatique. Il a aussi reçu récemment le prix du jury à Fukuoka. Et Sainath est vraiment la voix de la conscience en tout ce qui concerne l'agriculture, les problèmes de la paysannerie indienne. Donc, Sainath va s'exprimer en anglais. Je lui donne la parole maintenant. Sainath, the floor is yours. Thank you, Vaidju. So I intend to utilize every second of those 8 minutes you've given me. For close to 40 years, I have argued that the Indian media are politically free, but imprisoned by profit. Today, I would argue that the Indian media are still imprisoned by profit, but increasingly politically imprisoned as well. There are journalists like Kappan Siddiqui, who was simply on a routine coverage of an atrocity in Uttar Pradesh and Hathras, when he was held under the deadly UAPA Act, the Unlawful Activities Prevention. And it's been close on much more than a year that he's been held without trial. He suffered COVID, was truly ill before they reluctantly took him to a hospital and chained him to the hospital bed. Chained. But I'm not going to give you a laundry list of individual examples. That would take hours. What's important is that journalists are being held on charges absolutely new and old type charges as well, given a new interpretation. Some of these are the most extreme and unjust laws aimed ostensibly at curbing terrorism. The situation in Kashmir, we keep telling ourselves it cannot get worse than this, but the BJP government proves us wrong every month. There's been another wave of arrests on absurd charges in the valley in the last month under horrible laws given the worst interpretation possible. Never in our history
has a press club, like the Srinagar Press Club, been taken over by a stooge of government accompanied by armed security personnel? This has never happened in the history of press clubs in India. Those journalists, they cannot possibly attack on grounds of terrorism. They have been raiding and arresting them on charges ranging from sedition, which they've done for years now, to entirely new charges, not new laws, like money laundering. This is very difficult for journalists to fight because it's essentially vilification plus cutting off your money. Organizations like NewsClick, News Laundry, individuals like Rana Ayub are being very viciously targeted as money launderers. Some of these small groups are groups that are privately owned and have minor investments from overseas. But the point is to devastate them financially and kill their journalism that way. Several Indian journalists hold fellowships originating in United States and in Europe. They find their remittances blocked, quite often illegally, without any notice or charge sheet being issued. The government doesn't even come into it. They simply arm twist the banks into harassing the journalists. Believe me, it's happening. There has been a brutal backlash against any media organization that covered the COVID mismanagement of the government, particularly the government of Uttar Pradesh, where elections to the state assembly are now underway. The fourth phase was over today. One of the country's largest media houses proved an exception, Dainik Bhaskar, by no means a radical or even remotely a left-wing group. They have seen multiple raids by income tax authorities to the dreaded enforcement directorate. To their credit, they have not yet caved. The latest rules on accreditation, arbitrary powers to deny or cancel accreditation to journalists on just about every ground you could think of, including if they are potential threats to national security. And believe me, the accreditation rules allow for cancellation of your accreditation on grounds of defamation. Okay? It's so simple to bring such a charge, and your accreditation can be withdrawn. After India was ranked 142 in the World Press Freedom Index by Daniel's organization, this government started a committee on press freedom, of course, to rebut the ranking. And the committee had 15 members, of whom 13 were bureaucrats and official organization researchers. It had two journalists. A committee on press freedom had two journalists. I was one of them. The other, at the only two meetings he attended, did not say a word. A dissent note I gave him, I gave him a note of dissent. It was followed by a development unknown in Indian political history. The entire committee vanished. Its report vanished. Even RTI, Right to Information questions, cannot even establish the existence of such a report, though I'll be happy to send you the draft and my dissent note. This was a committee not formed by some bureaucrat of the Press Information Bureau. It was a committee formed on the orders of India's topmost bureaucrat, the Union Cabinet Secretary, who reports only to Modi and Amit Shah. Okay? And his committee just vanished. Well, I guess we ought to be grateful. It is the committee that has disappeared, not the journalist. Though, believe me, they're giving that fellow a lot of trouble. In analyzing what is going on, in what is going wrong, I would advise any analyst to avoid three mistakes. Okay, I could speak 3 hours on this, but Vaiju's clock tells me I have 3 minutes. So in analyzing what's going on, I would advise any analyst to avoid three mistakes, three pitfalls when it comes to analyzing Indian media. One mistake, that all these laws and regulations are the creation of the Modi government. They are not. Okay? There can be no questioning that this is the worst, the most vicious,
bizarrely insane regime ever to have one elected office in this country. That there's no question. But many of these laws, including the UAPA, were forged in Congress times. One difference though, yeah, journalists are still dying, but before 2014, as I wrote in the introduction to the CPJ report around that time, the journalists who died murdered were mostly non-elite, small town, small publication, Indian language journalists without the socio-political insurance that people say of my class and caste background have, oh, correction, had. One thing you have to admit in favor of this government, class-wise, they are equal opportunity haters dealing in equal opportunity violence, class-wise. What is true, though, is that there is no comparison between this regime and any other for abuse of law, misuse of law. The Modi government represents the worst excesses of the past and present, but compared to any other authoritarian regime like the one in the emergency, it functions on steroids. It is a highly authoritarian state on steroids, quantitatively and qualitatively, way beyond any previous government ever, and way beyond anything people could mostly imagine. Second mistake, don't make the mistake, do not commit the error of romanticizing the media themselves as some tragic heroes fighting on the barricades. That isn't what's happening. The dominant trend, with some very courageous exceptions, like Dainik Bhaskar, for instance, is for the big media houses to continue in collaboration, total connivance with the regime, who allows them, in their corporate owners in turn, to do everything and anything other than attack the government. For instance, when the lockdown came, and the first pandemic lockdown came on March 25th, the government of India declared the media an essential service, which meant it had to be treated very specially. It then allowed the media owners, corporate media owners, within 2 months to sack 2,500 journalists and over 10,000 non-journalist media workers at a time when the public needed journalism and journalists the most. You will not find a single editorial in this period, by the way, that supports the farmer protests against the government. And you will not find even the so-called journalism of courage, Christoph, like the Indian Express, would write editorials saying, talk to them nicely, but don't repeal the laws. These are good laws, because some of the corporate owners drafted these laws. The lawyers of Ambani, Adani were people whom I can promise you were involved in that process. The resistance to this regime and its media policies is from small independent media groups and individual journalists. And yes, more journalists have been dying in recent years, but please understand that we now have to talk of media and journalism as separate and distinct entities. Journalism is something very different from what the media is. The third era is analyzing the media and, in terms of freedom of expression and vehicles of communication and information, educating the public. Please analyze the dominant media as corporations, which is what and who they are. Look, the World Inequality Report that came out of Paris 2 months ago, the incredible, greatest inequality in India's post-colonial history that it shows you is going to reflect in every sphere. Why do you think it will reflect in economics but not in the media? The richest Indian is also the biggest media owner in the country, Mukesh Bhai Ambani. Those sections of the media he does not own, he is the biggest advertiser. Okay? If we lose this framework in our analysis, we will never get it right. As for the state itself, you could say, and I end with this, the emergency saw the consolidation of the state as authoritarian. This regime, its effort seems to be at presiding
over the consolidation of the state as sociopath? Definitely the government. Will things get better? Sure. They're just going to get a hell of a lot worse before they get better. Thank you. Sainath, thank you very much for that. Does any of the panelists have a quick question for Sainath before he leaves us? A very quick question, Sainath. How did you survive after speaking the truth? I do not want to commit that error I'm asking you not to commit. Don't romanticize us, okay? But the thing is that I guess I'm an idiot who's been in this line for 41 years and I'm too old to learn new tricks. This is how I've always spoken. This is how it will happen. They have ways of getting back at me, which they are fully practicing, like on remittances and things like that. So the thing is, and I guess it's also going to happen to a lot of other people. I see it in young people. There's a point, Christoph, at which frustration overrides fear, at least for a little bit. It does. And that's happening. And I also see a younger generation in the digital independent media fighting back. They may not have the sense of history of Indian media that some of us do, but they're doing a hell of a lot better than most of us do. Sainath, thank you very much. Really, thank you for giving us, putting the spotlight on the media like that. And I'm now going to switch to French because the majority of our audience is French speaking. But I think, all of us are very happy that you could take part in this webinar today. Alors vraiment, maintenant, je me retourne vers Daniel de Reporters sans frontières parce qu'effectivement, Sainath a parlé de ce comité dont il était membre et ce comité qu'il a essayé de porter atteinte effectivement au fondement et à l'authenticité de Freedom of the Press Index qui est établi par Reporters sans frontières. Daniel, est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre l'Inde sur la 142e position sur 180 pays? Oui, bonjour à tous. Donc, en effet, l'un des outils que nous utilisons à Reporters sans frontières en termes de recherche et de plaidoyer, c'est ce classement qu'on voit derrière moi de chaque pays en fonction de son niveau de liberté de la presse. Et l'Inde est plutôt très bien situé en position 142 sur 180 pays, avec depuis 5 ans un pays qui a perdu 9 places quand même. Donc la situation, on voit qu'elle est assez inquiétante. Et pour un peu rebondir sur ce qu'a dit Sainath, donc en effet, le gouvernement a mis en place il y a 1 an et demi, 2 ans, ce qu'ils appellent une Index Monitoring Cell, une cellule de surveillance du classement de la liberté de la presse de RSF, pour, nous ont-ils dit, nous a dit le gouvernement indien, améliorer la place de l'Inde dans le classement mondial de la liberté de la presse. Chose que personnellement et au titre de l'organisation nous trouvons très intéressant parce que ça permet d'établir un dialogue et c'est quand même ça le but aussi. Et j'ai pu avoir 2 réunions de travail avec le ministère de l'Information qui a voulu un peu préparer le terrain pour voir comment l'Inde pouvait améliorer son classement à la liberté de la presse. Et ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en fait, le ministère indien de l'Information voulait surtout faire du lobbying auprès de moi, auprès de nous, auprès de RSF, en se disant, en étant gentil avec RSF, ils vont améliorer la place de l'Inde dans le classement, ce qui n'est pas vraiment comme ça que les choses marchent. Et ça va me permettre un peu d'expliquer pourquoi l'Inde est à ce niveau dans le classement de la liberté de la presse. Donc, pour faire un état des lieux de la liberté de la presse dans chaque pays, on a 7 indicateurs. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais l'un des principaux indicateurs, c'est notamment le nombre d'exactions
contre les journalistes qui sont commises dans chaque pays. Et en Inde, on a affaire à un pays quand même très violent contre les journalistes, avec en moyenne chaque année 3 ou 4 journalistes qui sont tués en raison de leur travail, parce qu'ils ont enquêté sur différents milieux mafieux, notamment les mafias du sable, plutôt dans le nord du pays. Et on est face à de nombreux cas de violence assez durs, même quand les journalistes veulent couvrir des manifestations. Il arrive très souvent qu'ils soient molestés par une foule. On a eu des cas où un journaliste a été obligé de baisser son pantalon pour prouver qu'il n'était pas musulman. On arrive ou pareil, il y a des femmes qui sont chassées parce qu'on leur dit qu'elles sont en âge d'avoir leurs règles, ce qui est quand même extrêmement violent. Donc voilà, il y a ce concept très violent contre les journalistes qui explique une partie de la relativement mauvaise note de l'Inde. Mais il faut comprendre que cette situation, elle était plutôt antérieure à l'arrivée du Premier ministre Narendra Modi au pouvoir. C'était un petit peu similaire, on avait des niveaux de violence à peu près similaires il y a une dizaine d'années, par exemple. Mais les choses ont quand même vraiment changé sur d'autres points de vue et sur des aspects beaucoup plus insidieux concernant la liberté de la presse dans le pays. Sainath a très justement parlé des différentes lois qui sont de plus en plus instrumentalisées pour réprimer la liberté de la presse. Je vais prendre juste une loi qui, comme disait Sainath, ne date pas de Modi, c'est une loi sur la sédition qui date du colonisateur britannique et qui peut envoyer un journaliste en prison à vie pour simplement le fait qu'il a pu critiquer le gouvernement et évidemment porter atteinte à la sécurité nationale. Donc, on a comme ça un usage du cadre légal qui est de plus en plus sévère, avec des lois qui sont quand même très vagues et qui laissent une très large place d'interprétation aux juges, et avec aussi une justice dont l'indépendance est de plus en plus remise en question. Donc voilà, tout ça arrive à influencer et à affecter le niveau de la liberté de la presse. Et je parlais de menaces insidieuses, je vais un peu expliquer ce qui est derrière le paysage médiatique indien, parce qu'il faut voir que sur le papier, on a un paysage médiatique qui est à l'image du pays, qui est vraiment foisonnant. On compte, je crois, 120 000 journaux. C'est absolument hallucinant, dont 35 000 hebdomadaires, 880 chaînes de télévision. Bon, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on a vraiment une offre médiatique apparemment très, très diverse et foisonnante, comme je disais. Le problème, c'est que derrière cette apparence diversité, on a en fait un pluralisme qui est vraiment très, très réduit. Avec en gros 3 phénomènes qui sont à l'œuvre. D'abord, une très grande concentration des médias, c'est-à-dire que tous ces organes de presse qui sont très très nombreux sont en fait dans les mains d'un nombre très restreint d'oligarques en quelque sorte. Pour être concret, donc je parlais de 120 000 journaux, sauf que en gros tout le marché de la presse indie-phone en tout cas se concentre autour de 4 quotidiens. Qui sont lus par 85% du lectorat en langue hindi. Et on trouve des phénomènes similaires pour la télévision et bien sûr pour l'Internet. Et cette grande concentration des médias, donc une concentration économique, s'accompagne d'une proximité de plus en plus grande entre ces oligarques et le pouvoir politique. C'est un peu quelque chose qui est issu, et ça c'est très symptomatique de la politique sous Modi, c'est-à-dire que Narendra Modi a mis en place ce qu'on appelait le modèle du Gujarat, quand il est arrivé au pouvoir donc dans cette province, dans cet état de l'extrême ouest du pays, où il a tissé des liens très, très étroits de proximité avec les grands groupes privés, mais aussi petit à petit de proximité, d'interdépendance et presque de dépendance des groupes privés vis-à-vis des pouvoirs publics.
Et c'est quelque chose depuis 2014, qu'on retrouve au niveau national. Saïnat avait mentionné le groupe Adani, qui est en effet un vieux groupe industriel indien, mais qui est très proche du Premier ministre et qui détient de nombreux médias, et ce, à travers en plus des structures industrielles qui sont très, très opaques, très, très floues, si bien que quand on lit un journal, c'est très, très compliqué de savoir qui est in fine le vrai directeur du journal, et tout ça aboutit sur un vrai manque de pluralisme de l'information, puisque… Daniel, pour te relancer un petit peu sur la question de qui possède quoi en termes de médias, on pourrait dire par exemple que les deux très grands amis corporate de M. Modi, qui est le groupe Adani et le groupe de Reliance qui ont à la tête les frères Ambani, ils ont acheté par exemple tout le network TV18 qui appartient à Ambani. Le Observer Group, comme il s'appelle, donc ça aussi appartient à Ambani. Et le problème avec ça, peut-être, vous allez m'éclaircir si c'est vrai, vous allez le confirmer, c'est que le gouvernement Modi a aussi énormément assoupli les règles d'emploi, les droits des travailleurs. Et donc, les journalistes aujourd'hui, ils se trouvent vraiment piégés parce que les contrats à durée indéterminée dans la presse qui existaient jadis n'existent plus. Donc, un journaliste a peut-être 2 années, un contrat qui dure 2 années, et s'il ne dit pas ce qui est attendu de lui dans ses papiers, s'il essaye de se révolter et être un peu plus indépendant et il ne suit pas la voie de son maître, il se trouve vraiment mis à la porte. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, je vais donner un exemple très concret. Vous avez mentionné le groupe Reliance, qu'on connaît un petit peu en France parce que c'est avec ce groupe que les Rafales, les fameux Rafales français du groupe Dassault ont été vendus à l'Inde. Alors, mettons-nous dans la peau d'un journaliste qui travaille pour un média du groupe Reliance. Il veut faire une enquête sur des soupçons de corruption ou de favoritisme qui concernent ce groupe Reliance et le Premier ministre Narendra Modi et son bureau. Alors, il a 2 options. Soit il se dit, bon, bah, d'accord, a priori, il y a des soupçons de favoritisme, de non-respect du droit des marchés, des choses comme ça. Je vais écrire un article là-dessus. Le problème, c'est que mon patron, c'est aussi, il doit donner des comptes à son patron du groupe Reliance, et donc il ne va pas vouloir que son journaliste travaille sur ce sujet. Donc, le journaliste a 2 options. Soit il en parle et il risque fortement d'être licencié et de ne plus avoir de travail. Soit, s'il veut garder son travail, s'il a des enfants, s'il a un crédit sur une maison, eh ben, il va choisir de s'auto-censurer. Et c'est un petit peu tout ce qui résume très bien la situation des journalistes qui, en effet, ne sont pas des héros, mais qui deviennent un peu des journalistes qui veulent vraiment travailler de façon indépendante, deviennent des héros parce qu'il faut faire face donc d'abord à donc ce que Saïnat avait parlé comme une sorte d'emprisonnement par le profit, de dictature du profit qui dirige les médias, et puis avec cette plus grande proximité entre les grands groupes industriels qui détiennent la presse et le pouvoir politique, que ce soit au niveau national ou même au niveau de chaque État, eh bien forcément, l'autocensure devient la règle et il est de plus en plus compliqué, évidemment, pour les journalistes de tenir un ton indépendant. Merci beaucoup, Daniel. Je vais simplement rappeler les 3 ou 4 lois qui sont utilisées, si on peut avoir cette slide de nouveau. D'abord, la diffamation, parce qu'en Inde, ce n'est pas uniquement les amendes, mais vous pouvez aller en prison parce que la Cour suprême indienne a retenu la diffamation criminelle
dans le code pénal indien. La deuxième chose, c'est vraiment cette loi archaïque sur la sédition qui date de 1860 et où vraiment vous pouvez être mis derrière les barreaux pour la vie. Parce que la loi sur la sédition est à être utilisée, mais vraiment dans les cas très, très, très extrêmes de trahison ou atteinte à la souveraineté et liberté de l'État indien. La troisième, c'est cette fameuse UAPA, Unlawful Practices Prevention Act. Là aussi, c'est un acte qui est profondément antiterroriste. C'est un acte antiterroriste qui est aujourd'hui utilisé contre les journalistes qui sont en train de littéralement faire leur travail. Et finalement, il y a cette nouvelle loi qui essaye de vraiment un peu enchaîner et contrôler toutes les plateformes de médias sociaux et les nouvelles plateformes numériques. Et ça m'amène à notre prochain speaker qui est Ingrid Tervat, parce que vraiment, quand on parle de l'Inde, on parle aussi d'immenses désinformations, on parle des mouvements de foule qui sont orchestrés par le biais des médias sociaux. Ingrid, vous avez fait beaucoup de travail là-dessus, vous connaissez bien la sphère des médias sociaux indiennes. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se déroule? Oui, alors merci beaucoup Veiju. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que... Bien. Alors je vais répondre à cette question en trois temps. Je vais d'abord évoquer le rapport très particulier du BJP à l'information. Ensuite, je vais vous parler du harcèlement et du cyberharcèlement que subissent les journalistes, notamment, pas seulement, mais entre autres. Et puis ensuite, j'aimerais évoquer les acteurs de ce cyberharcèlement. Alors, pour commencer, il y a effectivement un rapport très particulier à l'information, un rapport double, avec d'un côté un grand mépris pour la presse, pour les médias traditionnels, et d'un autre côté, un grand intérêt pour l'information et les technologies de l'information. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais ça n'est pas tant que ça. C'est finalement assez classique de beaucoup de régimes autoritaires. Et pour vous donner une illustration, eh bien, il y a quelques années, en 2015, le général V.K. Singh, qui était à l'époque ministre d'État, avait traité les journalistes d'une chaîne de télévision et plus largement l'ensemble des journalistes de prostitutes, donc de ce qui est un néologisme qui contracte prostituées et journalistes. C'est un peu l'équivalent de notre français journalope utilisé par l'extrême droite à l'encontre des journalistes. Et puis, quelques années plus tard, en 2020, quand le BJP se dotait d'un nouveau président, eh bien, Narendra Modi, qui était alors Premier ministre, avait salué cette nouvelle prise de fonction et s'était adressé aux militants et leur avait dit « Ayez une connexion directe avec le peuple parce que les médias, je le cite, ne nous soutiendront jamais ». Donc, il y avait cette grande méfiance pour la presse, même s'il y a une presse aux ordres, il y a notamment des chaînes de télévision aux ordres, mais qui restent soumis et méprisés. Et dans le même temps, il y a un grand intérêt du BJP pour les technologies de l'information et pour l'information de façon générale. Par exemple, Narendra Modi s'adresse régulièrement à ce qui est construit comme le peuple, à travers des émissions de radio, Man Ki Baat, qu'on pourrait traduire un peu à conversation à cœur ouvert. Et en fait, derrière toutes ces techniques de communication, il y a la volonté de court-circuiter les médias traditionnels. Narendra Modi ne fait pas de conférences de presse où il prend des questions des journalistes, par exemple. C'était du jamais vu, ça, avant. Et en fait, le fonctionnement donc, il y a un grand intérêt pour l'information et un grand intérêt pour les nouvelles technologies, qui sont plus si nouvelles que ça, mais pour les technologies de l'information. D'abord, le Sangh Parivar, c'est-à-dire toute la mouvance dont est issu le BJP, fonctionne en réseau et en réseau mondial depuis 1940, qui est la date de la création de la première branche du RSS à l'étranger sur un bateau qui allait de Bombay au Kenya.
Et depuis, toute cette mouvance nationaliste hindoue s'est organisée en réseau transnational. Et puis, dans les années 80, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'il y avait une immigration assez importante indienne aux États-Unis. Et ces jeunes Indiens qui étaient partis étudiants ou jeunes diplômés se retrouvaient cadres moyens, cadres supérieurs dans des entreprises, notamment de la Silicon Valley. Et c'est à eux qu'on a dû l'essor de la Silicon Valley et, par ricochet, l'essor aussi de Bangalore et de l'IT indienne, parce qu'ils ont contribué à l'obtention de contrats de sous-traitance. Et tout ce petit monde, parmi tout ce petit monde, il y avait beaucoup de sympathisants des nationalistes hindous, et ils ont fait beaucoup pour développer les groupes de parole, les groupes Yahoo ensuite, différentes messageries, différents groupes de discussion pro-nationalistes hindous, pro-BJP, pro-Hindutva en ligne dès les années 80-90. Donc c'est ancien. Finalement, le BJP est beaucoup mieux organisé et beaucoup plus organisé que tous les autres partis indiens, que toutes les autres mouvances indiennes en ligne. Et maintenant, donc, le BJP est doté d'une IT cell qui a un maillage très fin sur tout le territoire indien, avec des représentants pour les réseaux sociaux à peu près partout. Et pour vous donner une idée, sur le milliard, plus du milliard d'habitants indiens, il y a plus de la moitié qui est connecté. Alors, le taux de pénétration d'Internet est relativement faible, notamment dans les campagnes, mais presque tous les Indiens ont un accès direct ou indirect à un téléphone portable. Et donc, l'information elle est véhiculée sur les téléphones portables. Et d'ailleurs, en 2017, Narendra Modi avait dit que l'élection de 2019 se jouerait sur les téléphones portables, et c'est effectivement ce qui s'est joué. Et alors, ce qui se joue, c'est l'information, mais aussi la désinformation, les guerres de l'information et le cyberharcèlement qui vise les journalistes. Donc, j'en viens à mon deuxième point, qui est les formes que prennent le harcèlement, parce que c'est un véritable phénomène extrêmement inquiétant en Inde. Alors, ça concerne certaines plateformes, notamment la famille Facebook, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp et Instagram, qui représentent 95% des usages de communication sur les réseaux sociaux en Inde. Et puis, il y a aussi Twitter. Alors, sur WhatsApp est très utilisé par tout le monde en Inde, et par les partis politiques qui l'utilisent comme créneau de diffusion de fake news. Et qui aussi utilisent WhatsApp pour harceler, pour bombarder les gens, ça peut être des journalistes, de messages ou de menaces. Sur Twitter, il y a aussi des véritables campagnes de harcèlement et puis une diffusion d'une information de haine qui émane souvent du BJP, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup de sympathisants et de comptes difficilement identifiables qui relaient ces informations. Et là, je pense à une image qui a circulé il y a quelques jours et qui a été postée par le compte Twitter du bureau du Gujarat du BJP, qui montrait des musulmans des musulmans pendus. Et cette image a été retirée par Twitter. Ça fait penser évidemment à une imagerie d'extrême droite, du Ku Klux Klan, de lynchage assez classique de l'extrême droite. Il y a aussi un harcèlement ciblé dont sont victimes les journalistes. Et là, il y a tellement de cas qu'il me faudrait 10 heures, mais comme je n'ai pas 10 heures, je vais vous parler de Rana Ayoub, qui est une journaliste qui a commencé sa carrière dans le magazine Tehalka, et à qui on doit une grande enquête qui s'appelle Gujarat Files sur Godhra, et qui a enquêté et mis à jour les complicités du gouvernement du Gujarat de l'époque dans les massacres anti-musulmans qui ont suivi l'épisode de Godhra en 2002. Depuis cette époque, elle est traquée, elle est harcelée à plusieurs niveaux. Ses comptes en banque sont gelés, elle reçoit beaucoup de menaces de mort, beaucoup de menaces de viol, elle subit un cyberharcèlement quotidien, et elle écrit maintenant pour le Washington Post, qui a publié il y a quelques jours, avant-hier je crois, une pleine page en collaboration avec la Coalition pour la liberté d'expression, en soutien à Rana Ayoub. 2 observateurs de l'ONU ont également condamné le harcèlement dont elle est l'objet. Mais Rana Ayoub est une figure très, très marquante, mais il y a beaucoup de Rana Ayoub en Inde.
Il y a et donc, justement, le cas de Rana Ayoub me permet de souligner qu'il y a des facteurs aggravants, avec beaucoup de guillemets aggravants, parce qu'ils ne devraient pas l'être, évidemment. Quand on est journaliste en Inde, on est susceptible d'être cyberharcelé. Mais c'est encore plus violent et encore plus fréquent quand on est une femme, d'une part, et d'autre part, quand on appartient à une minorité. Ça peut être une minorité de caste, par exemple, si on est Dalit. Ça peut être une minorité religieuse, donc si on est musulman ou chrétien ou bouddhiste. Et si on fait partie de la communauté LGBT, par exemple. Alors, évidemment, si on accumule plusieurs de ces identités, le harcèlement est d'autant plus fort, et c'est le cas de Rana Ayoub, qui est une femme journaliste musulmane. Mais il y en a bien d'autres. Ismat Ara, qui est une jeune journaliste pour le site First Post, avait couvert les émeutes anti-musulmanes à Delhi en février 2020, suite à des protestations contre une loi sur la citoyenneté. Et elle avait écrit et dit en ligne, il s'était fait attaquer pour ça. Elle avait dit « J'ai eu peur que les émeutiers m'attrapent parce que je suis journaliste, qu'ils m'agressent sexuellement parce que je suis une femme, qu'ils me lynchent parce que je suis musulmane. » Et ça se passe sur le terrain, et ça se passe évidemment aussi en ligne. Alors, j'en viens du coup à mon troisième point, qui est sans doute ce qui intéresse le plus tout le monde, qui sont les acteurs de ce cyberharcèlement. Alors, il y a trois niveaux, évidemment. Il y a d'une part des sympathisants des nationalistes hindous, d'autre part des espèces de sous-traitants des nationalistes hindous, donc des entreprises, et puis in fine, le BJP et le gouvernement lui-même. Alors, pour commencer par donc en fait, ce que je dis en disant ça, c'est que c'est un écosystème. Ce ne sont pas des faits isolés ou des acteurs isolés les uns des autres. Alors, d'abord, des sympathisants. Les sympathisants sont peu inquiétés. Par exemple, en 2017, quand la journaliste Gauri Lankesh a été assassinée, parce qu'elle faisait des enquêtes sur l'Hindutva, qu'elle dénonçait par ailleurs comme idéologie, eh bien, une personne sur Twitter a écrit un tweet qui l'insultait et qui disait qu'elle était morte d'une mort de chien et que maintenant tous les chiots à sa suite pleurnichaient. Bon, ce tweet a été retiré depuis, mais Narendra Modi l'avait liké et a continué de suivre ce compte et continue toujours de suivre ce compte. Donc, c'est un espèce de blanc-seing qui est donné aux trolls, aux harceleurs. Par ailleurs, il y a eu en 2021 et 2022 deux affaires d'applications hyper violentes, misogynes et islamophobes, les Sully Deals et Bully Buy, ces deux applications qui mettaient aux enchères des femmes musulmanes et dissidentes, et parmi lesquelles beaucoup étaient journalistes. Ces plateformes ont été ces applications ont été retirées et il y a eu des arrestations. Parce qu'évidemment, ça a ému beaucoup d'Indiens, mais aussi ça a fait couler pas mal d'encre à l'étranger. Il y a eu quelques arrestations, des jeunes éduqués qui sont présentés systématiquement dans la presse, soit comme des espèces de loups solitaires, soit comme des jeunes très bien, finalement, avec beaucoup de circonstances atténuantes et qui se sont un peu égarés hors du droit chemin. Et en tout cas, jamais la chaîne de responsabilité n'est suivie et on n'arrive pas à savoir, même si tout le monde se doute qu'il y a des liens en fait et des protections au placé, on n'arrive pas vraiment à le savoir. En tout cas, tout ce petit monde bénéficie soit d'une grande impunité, soit d'une certaine bienveillance. Ensuite, il y a des sous-traitants du BJP. Alors, il y a The Wire, le journal The Wire et le journal français Le Monde ont fait un partenariat l'été dernier au sein du projet Pegasus, dont tout le monde a sans doute entendu parler, et qui a montré que le logiciel espion de la société NSO a été utilisé, alors on s'en souvient, par le Maroc, par beaucoup de pays, mais aussi par le gouvernement indien pour espionner des journalistes, notamment des journalistes de The Wire, de Scroll, etc., des journalistes critiques du pouvoir. Alors, il y a une enquête parlementaire qui est en cours, mais qui n'a évidemment rien donné. Parmi les sous-traitants du BJP, il y a aussi une application qui a fait couler pas mal d'encre récemment, qui s'appelle TechFrog. C'est, je cite Le Monde, la plus élaborée des opérations de manipulation politique en ligne jamais découverte. Il s'agit d'une application qui permet de créer des faux comptes
de contrôler, grâce à la création de ces faux comptes, les trends sur Twitter, donc les sujets tendances finalement, donc de créer des tendances. Et TechFog a aussi accès à une base de données incroyable sur de très nombreux citoyens indiens qui sont classés par emploi, par religion, par langue, par âge, par genre et même par description physique. Donc il y a une très grande granularité et ça permet aux gens qui utilisent TechFog de cibler, d'attaquer, d'insulter en fait et de harceler les gens en fonction de tous ces critères-là. Ce dont ils ne se privent pas, puisque début de l'année précédente, 2021, près de 1/5 des 280 femmes journalistes les plus suivies en Inde avaient reçu des insultes via TechFog, des insultes donc sexistes, menaces de viol, menaces de mort, ou parce qu'elles sont musulmanes, ou parce que, etc., etc. Donc voilà, TechFog. On sait que ça vient de 2 entreprises proches du BJP, mais on n'arrive pas exactement à savoir, on se doute juste que c'est de la sous-traitance. Et puis pour finir, il y a évidemment le gouvernement qui est un acteur important de ce cyberharcèlement, et je voudrais évoquer la nouvelle législation de contrôle des sites d'information et des plateformes de streaming, qui a été mise en place en février 2021, donc il y a 1 an, en plein mouvement de contestation des paysans. Et c'était dans les tuyaux depuis très longtemps, mais vraiment, ça s'est fait à la faveur de cette mobilisation. Twitter avait refusé de faire ce que le gouvernement indien lui avait demandé et de supprimer une centaine de comptes de personnes qui critiquaient le gouvernement dans son action contre les paysans. Et au moment de ce refus, il s'est trouvé que le projet de loi était prêt de toute façon, le gouvernement a donc sorti cette nouvelle loi qui oblige les réseaux sociaux, mais aussi les plateformes de streaming à retirer, suspendre des comptes. Ils ont 36 heures pour le faire à la demande du gouvernement et de fournir également toutes les données personnelles liées à ces comptes, c'est-à-dire adresse IP, informations personnelles. Alors évidemment, c'est très dangereux pour la liberté d'expression, c'est un outil de contrôle et de censure incroyable et beaucoup d'ONG indiennes avaient évoqué un autoritarisme numérique dans lequel on a complètement sombré et de façon légale et paralégale, on pourrait dire, en tout cas avec la bénédiction des autorités quand ça n'est pas une question de loi. Ingrid, merci beaucoup pour ça. Et vraiment, vous avez, avec Sainath et avec Daniel, évoqué ce tableau de combien c'est difficile aujourd'hui d'être journaliste en Inde quand on est journaliste indien parce qu'il y a des poursuites et tout le reste. On va maintenant voir combien c'est difficile d'être journaliste quand on est envoyé spécial français en Inde. Et pour parler de ça, nous avons Sébastien Farsi de Radio France, mais qui est aussi correspondant de bien d'autres médias en Inde. Sébastien, est-ce que cueillir l'information en Inde est devenu beaucoup plus difficile en Inde aujourd'hui parce que vous êtes en Inde depuis un certain temps? Oui, depuis 10 ans en fait. Et justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que je peux aujourd'hui vraiment comparer la différence de traitement et de relations que les journalistes étrangers dont je fais partie ont avec le gouvernement avant le gouvernement de Narendra Modi, donc sous le Congrès, ce parti donc qui a dirigé l'Inde, l'essentiel du pays, la famille des Gandhi, et depuis 2014, l'arrivée du BJP, des nationalistes hindous. Et en effet, quand on dit nationaliste hindou, ça dit bien aussi que dans le nationalisme, il y a aussi une certaine protection, une idéologie qui cherche à protéger l'image de l'Inde à l'étranger. Et donc, cette certaine aversion, cette certaine défiance que le gouvernement a progressivement eue envers nous, qui serions donc des agents de l'étranger. On a différentes versions de ces termes. On entend cela dans beaucoup de gouvernements, dans beaucoup de pays qui ont des gouvernements nationalistes, dont la Russie en ce moment, bien sûr. On n'en est pas encore là, mais ça empire. Alors, quand est-ce que ça a vraiment empiré? C'est pas le premier mandat 2014-2019, c'est vraiment à partir de 2019, où on a vu d'ailleurs à plusieurs niveaux le gouvernement de Narendra Modi se durcir, se renforcer et vraiment appliquer une vraie politique nationaliste hindoue radicale. Et on a vu un tournant vraiment
très radical en août 2019 pour nous, mais pour le pays en tant que tel, quand le gouvernement a a en fait retiré de manière autoritaire l'autonomie de la région du Cachemire, cette région disputée donc entre le Pakistan et l'Inde, qui avait une certaine autonomie constitutionnelle depuis le début de la création de l'Inde indépendante. Donc, qu'est-ce qui est arrivé en août 2019? Du jour au lendemain, le gouvernement a retiré cette autonomie par le Parlement, mais surtout par en fait une forme de décret de manière très autoritaire. Donc, et pour éviter que cette région séparatiste se révolte de manière militaire, ils ont instauré un blackout sur cette région, c'est-à-dire qu'ils ont coupé l'Internet, un des blackouts sur l'Internet les plus longs du monde, et ils ont empêché, ils ont en fait enfermé toute cette région sous cloche pendant des mois. Nous, du jour au lendemain, les journalistes étrangers avons été interdits d'aller au Cachemire. Et il faut savoir que cette interdiction est toujours valide aujourd'hui, 2 ans et demi après. Qu'est-ce que ça veut dire? Une des régions les plus militarisées du monde, où il y a un conflit entre 2 puissances nucléaires que sont l'Inde et le Pakistan, donc qui a une capacité de débordement et donc vraiment d'extension mondiale, est complètement inaccessible pour tous les journalistes étrangers. C'est l'un des exemples, en fait, qui nous a montré que nous étions rentrés dans un nouveau traitement des journalistes étrangers. À partir de là, nous avons commencé à nous mobiliser pour essayer de comprendre comment approcher la question. Nous n'avons à peine eu le temps d'essayer d'approcher le gouvernement et de savoir comment est-ce que nous pouvions vraiment aller sur place pour traiter l'information sur place, pas juste par téléphone. Il faut vraiment rencontrer les gens pour faire ce travail. Les choses se sont dégradées progressivement. Depuis le Cachemire, d'autres régions, d'un coup, sont devenues inaccessibles pour nous au fur et à mesure que la contestation du gouvernement grandissait. Il s'agit, en fait, en décembre 2019, on a parlé d'une loi sur la citoyenneté qui a été très contestée en Inde, qui a provoqué des révoltes dans tout le pays. Le nord-est du pays a été particulièrement touché par ces révoltes. Et bien d'un coup, toute cette région était aussi inaccessible pour nous. Donc nous avons d'un côté le Cachemire, région séparatiste, d'un autre côté l'Assam et tout le nord-est du pays, qui aussi était en révolte contre le gouvernement, inaccessible pour les journalistes étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait le gouvernement essayait de contrôler son image à l'international. On sait que Narendra Modi est quand même très conscient, il cherche à se présenter comme un homme de paix, un grand investisseur, à attirer les capitaux étrangers. Eh bien, il gère son image à l'étranger en empêchant la presse étrangère d'aller sur les terrains qui fâchent. Aujourd'hui, il faut savoir que 8 ou 9 des régions, des États et territoires indiens sur les 30 du pays, quasiment un tiers des régions, sont inaccessibles, comme le Cachemire, ou très difficiles d'accès, comme tout le nord-est du pays, pour lesquels, pour y aller, on nous demande de remplir des papiers de demande de visa qui vont au ministère de l'Intérieur. Et en général, nous avons rarement des réponses. Si on a des réponses, c'est au bout de 6 semaines. Donc ça a été l'un des principaux problèmes, fermeture de nombreuses zones d'accès. Nous sommes de plus en plus limités dans notre zone. Tout cela nous a mené en fait à nous mobiliser et je suis devenu à ce moment-là, justement dans cette mobilisation, secrétaire général du club des correspondants étrangers, donc un poste que j'occupe toujours aujourd'hui. Et face à ce manque de dialogue, nous avons commencé quelque chose qui était nous avons cherché des moyens d'approche, de lobbying aussi. Et nous avons fait quelque chose qui nous a été inspiré, et la comparaison est difficile, nous a été inspiré par le club des correspondants de Chine, qui, nous savons aussi, doit gérer aussi une situation très autoritaire. Nous avons commencé un sondage auprès de tous les correspondants pour savoir où en était la situation. Cela a fait émerger vraiment 3 gros problèmes. Donc le premier est donc la fermeture de beaucoup de zones d'accès. Le deuxième est le durcissement des visas et le raccourcissement en fait de la période donnée aux journalistes étrangers de rester en Inde. Et le troisième est le harcèlement de plus en plus agressif envers les journalistes étrangers. Donc j'ai déjà parlé de la fermeture des zones. En fait, donc ces demandes d'autorisation que je disais, donc le gouvernement disait oui, il faut juste faire cette demande. C'est pas une zone qui est fermée pour vous. Vous pouvez y aller. Nous avons fait ce sondage pour avoir des chiffres. On s'est rendu compte que nous avons fait un sondage en 2020 et 2021. Au dernier rapport,
nous a été rendu auprès de la cinquantaine de correspondants qui ont répondu que 74%, les 3/4 des journalistes qui avaient fait de demandes, n'ont jamais reçu de réponse ou ne l'ont pas eu. Mais en général, la pratique est qu'on ne nous répond pas. Ça permet au gouvernement de dire qu'il ne refuse pas. Mais en gros, c'est une fermeture pratique de l'accès à ces régions. Donc, vraiment, nous avons des chiffres qui montrent qu'il y a vraiment une fermeture. Il faut savoir qu'avant, et je fais la comparaison justement avec la période du Congrès avant 2014, il y avait ces zones qui étaient déjà fermées en frontières. Les frontières, pour des raisons de sécurité, comme la frontière entre le Cachemire et le Pakistan, la frontière entre le nord-est et la Chine, des régions qui sont vraiment en effet très tendues, étaient déjà fermées, mais rien à voir avec aujourd'hui. Donc, il faut faire la comparaison. On avait en effet une situation, pour des raisons de sécurité, qui était fermée aux journalistes étrangers, pour des questions militaires. On peut le comprendre. Aujourd'hui, même Srinagar, la capitale du Cachemire, qui a jamais été fermée aux journalistes étrangers, même au moment de l'insurrection la plus violente dans les années 90, aujourd'hui, c'est impossible d'y accéder. Ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas pu y mettre les pieds. Alors que c'est vraiment une région qui en souffre. Les journalistes sont emprisonnés et la population est vraiment en grande difficulté. Mais le gouvernement peut bien sûr se targuer qu'il n'y a pas de problème, vu que les journalistes ne peuvent pas y aller. En tout cas, nous, on ne peut pas y aller. Deuxième problème dont je parlais, les visas. Jusqu'à présent, tout le monde avait le droit à un visa d'1 an renouvelable, ce qui est déjà pas énorme. Hein. On a le droit d'avoir un visa d'1 an, puis tous les ans, il faut refaire des papiers, il faut remontrer patte blanche. C'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, les visas sont raccourcis. Les journalistes anglophones surtout, qui sont les plus lus bien sûr par la diaspora et par le gouvernement d'ici, le New York Post, le New York Times, Washington Post ou les journalistes anglais, la plupart d'entre eux n'en reçoivent que plus de 6 mois de visa. C'est vraiment une tendance que nous avons vue. Aujourd'hui, environ un journaliste sur 6 a moins d'1 an de visa. Et la dernière tendance qui montre une aggravation, nous sommes tombés pour certains journalistes à 3 mois de visa et même des menaces de rendre ces visas en fait avec une entrée unilatérale. C'est-à-dire qu'un journaliste qui aurait un visa de 3 mois aujourd'hui, c'est arrivé dans un cas, ne pourrait plus sortir du pays, sinon son visa serait annulé. Et si son visa est annulé, on peut comprendre que ça demande sa réapplication est là très compromise. Donc, c'est une manière de ne pas refuser de visa, de pas être présenté comme la Chine à expulser des journalistes ou à refuser des visas des journalistes étrangers, mais à les pousser vers la sortie, à les harceler par des questions. On peut imaginer que quelqu'un qui doit renouveler son visa tous les 3 mois, c'est-à-dire faire la demande au bout d'1 mois et demi finalement, pour que la demande soit faite, passe son temps à Delhi à faire ses démarches et ne peut jamais sortir quasiment de Delhi ou vraiment est pris dans un système de harcèlement pratique aussi parce que un visa qui expire, c'est sa ligne téléphonique qui expire. Les deux sont liés. Donc ça rend, je connais des journalistes qui ont dû changer 3 fois de numéro de téléphone. On se rend compte que pour un journaliste, changer de numéro de téléphone régulièrement, c'est très compliqué. Ça vraiment met des bâtons dans la roue, dans les roues. Donc les visas sont quelque chose qui est vraiment voilà une arme bien sûr contre les journalistes étrangers. Dernière chose, la pression, et c'est là où notre sondage en fait est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'avoir cette perception qualitative de la qualité de la manière dont les journalistes étrangers sont perçus, sont traités. Alors bien sûr, le harcèlement en ligne est une vraiment quelque chose, on l'a bien compris, avec l'autorisation tacite du gouvernement, les nationalistes hindous, toute la sphère sur Internet des nationalistes hindous et bien sûr attaque les journalistes étrangers depuis plusieurs années. On nous traite d'antinationaux, d'antipatriotes. C'est quelque chose. Le New York Times est traîné dans la boue par tout le monde. Les ministres eux-mêmes réfutent, attaquent en conférence de presse les New York Times et autres parce que voilà, il n'y a plus de discussion possible. Et justement sur cette discussion, il y a eu dernièrement des convocations directes des journalistes étrangers pour leur dire à quel point ils faisaient erreur, pas tellement factuellement, mais sur des titres, sur des perceptions, sur leur manière de voir le pays. Ce qui, en tant que tel, quand une discussion est élaborée, nous, on n'a rien contre ça. Le fait d'être invité, de discuter, je veux dire, nous sommes encore une fois des invités dans ce pays. Nous acceptons tout à fait la souveraineté de l'Inde et le fait qu'ils puissent rétorquer à notre travail. La manière dont c'est fait aujourd'hui est un peu différente.
Et j'en conclurai là-dessus, justement sur cette perception que le gouvernement actuel semble avoir envers les journalistes étrangers. Il y a une défiance qui est claire et nette. Il faut savoir que ce sont, en effet, c'est un nouveau gouvernement, c'est un parti, le BJP, qui n'a pas tenu un gouvernement national vraiment de manière aussi longue depuis quasiment jamais. Hein. Donc c'est quelque chose. Ils sont pas habitués. On ressent qu'ils ne sont pas habitués à traiter avec la presse étrangère. Et donc, ils ont une grande défiance envers nous. Le ministère de l'Intérieur considère que nous avons un agenda contre l'Inde, que à ce point-là, nous sommes quasiment des ennemis, ou en tout cas des rivaux, des gens avec qui nous ne pouvons pas dialoguer, mais qu'il faut vraiment restreindre. Et c'est ce qu'on voit à travers tout ce que j'ai expliqué. Restreindre l'accès. Nous avons une très difficile communication, quasiment aucun accès avec les ministres ou avec toute la. Donc nous faisons, voilà. Nous avons l'impression qu'ils ont une énorme défiance. Alors, je finirai sur une note peut-être un petit peu plus positive. Nous faisons ce travail avec le Club des correspondants étrangers d'approche. Nous essayons de ne pas rentrer en confrontation, sachant qu'ils nous voient comme des ennemis. Nous essayons d'entrer dans un dialogue. Cela commence progressivement à porter ses fruits, c'est-à-dire que la situation des visas, par exemple, ne se dégrade plus trop. Depuis quelques mois, nous voyons que nous avons réussi à établir une sorte de dialogue, à rétablir certains cas. Comme je disais, ce cas d'un journaliste qui aurait plus qu'un visa unilatéral, il est revenu en multilatéral à multi-entrée. Donc, nous avons réussi à faire changer quelques cas. Ça montre qu'il y a un certain dialogue. Et c'est ça le but. C'est ce que disait Daniel Bastard, reporter sans frontières. Il faut établir ce dialogue. Notre but n'est pas de rentrer en antagonisme avec le gouvernement. Notre but n'est pas de critiquer à tout prix. Nous voulons rentrer dans ce dialogue. Nous voulons avoir leur perspective. Nous adorons ce pays. Ça fait 10 ans que je suis en Inde. J'adore ce pays. Mais par contre, être traité d'une manière, voilà, aussi dure et que les journalistes français sont moins touchés parce que nous écrivons en français, nous avons moins d'influence, nous sommes moins lus à New Delhi, mais le monde très influent est aussi ciblé. Donc ça commence. Sinon, c'est surtout les journalistes anglophones. Mais donc voilà, nous sommes peut-être un tournant où nous avons commencé un dialogue qui est très précaire. Qui n'est pas qui peut se renverser du jour au lendemain. Nous voyons un ciblage aussi envers certains médias, le Guardian, des médias qui sont clairement ciblés comme anti-nationaux, comme anti-indiens, pro-cachemiri. Et donc c'est encore une situation très précaire, mais vraiment nous travaillons dessus et nous espérons que ce dialogue, avec le fait que le gouvernement devienne de plus en plus mûr et plus confiant lui-même sur la sphère internationale, puisse nous accepter comme des acteurs à part entière. Je crois que beaucoup dépendra des résultats des élections qui se déroulent actuellement dans le Uttar Pradesh. Hein. Ça sera un indicateur pour vous si vous avez le vent en poupe ou si ça va être encore plus difficile pour vous. Je me retourne maintenant vers notre dernier invité de la soirée. On va essayer de laisser un peu de temps pour vos questions aussi qui seront sans doute nombreux par le biais de chat. C'est Tirthankar Chanda. Tirthankar, on a parlé grosso modo des médias en Inde, la télévision, les journaux, etc. Mais cette méfiance dont Sébastien parlait actuellement est exprimée pas uniquement vers les médias comme la presse, mais ça s'exprime vers d'autres moyens d'expression, par exemple les livres, les expositions. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, écoutez, il faudra que je participe plus souvent au forum pour savoir comment ouvrir le son. Voilà. Bon, pour répondre à cette question, effectivement, moi, je vous parlerai essentiellement des livres, les écrivains, mais en faisant ce travail pour ce forum, je me suis rendu compte que ce qui arrive aux écrivains aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ça a commencé il y a très longtemps, peut-être même à l'époque coloniale, à l'époque même d'un certain Macaulay dont on se souvient
bien. Mais il y a aussi, avant de vous parler de ce livre, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est de constater que par rapport au livre, par rapport à cette liberté d'expression qui est protégée par la garantie, par la Constitution, cette liberté d'expression n'a jamais été vraiment clairement et courageusement protégée par les gouvernements successifs. Par exemple, aujourd'hui, quand on interdit un livre ou un écrit en disant que c'est une offense au sentiment religieux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, offense au sentiment religieux? Un écrivain écrit justement pour offenser. Donc, si ce n'est pas, et par rapport à ça, je pense que les gouvernements depuis 1947 n'ont pas fait leur travail, n'ont pas été courageux. C'est ce que disent aussi les éditeurs. Les éditeurs disent si les gouvernements étaient plus courageux, peut-être les éditeurs soutiendraient mieux les livres. Et par exemple, on va parler de Wendy Doniger, bien sûr, donc, c'est le gouvernement c'est l'éditeur qui a retiré le livre du marché. Alors, en fait, il faut souligner que le livre de Wendy Doniger était un livre qui s'intitulait Les hindous, mais c'était une étude extraordinairement savante. Sur toutes les pratiques hindoues et sur le corpus des textes qui constituent en quelque sorte la doxa, même s'il n'y a pas une certaine doxa dans l'hindouisme. Et c'était un livre qui était très peu accessible au grand public. Deux choses. En fait, par rapport à Wendy Doniger, ce livre s'appelait The Alternative History, donc une histoire alternative, donc des sources, à partir des sources alternatives, elle essaye de reconstituer l'histoire de l'hindouisme. Et j'ai cru comprendre que quand le livre est sorti en 2008, il était très demandé, il était très lu en Inde, jusqu'au moment où ce Dinanath Batra est allé devant les tribunaux pour parler justement de cette offense au sentiment religieux. Donc, tout d'abord, comme on s'est dit au début, la liberté d'expression est garantie par la Constitution. L'article 19 de la Constitution consacre le droit de s'exprimer librement, de contester, de critiquer. Vous savez, cette fameuse tradition de argumentative Indian. Donc ça, c'est quelque chose qui est consacré, qui est protégé par la Constitution. Mais tout de suite, dans la Constitution, dans cet article 19, le deuxième paragraphe définit les conditions. Donc cette liberté est conditionnée par des considérations relatives à la sécurité de l'État, l'ordre public, la décence et la morale, et d'autres restrictions encore, dont cette fameuse offense au sentiment religieux. Ces restrictions sont donc précisées dans ce deuxième paragraphe, mais tout en précisant, ça entérine quelque chose, ça entérine la censure. La censure qu'on a vue tout au long de ces 75 dernières années. Mais peut-être ça remonte plus loin parce que tout a commencé à l'époque britannique. Les premières censures concernaient Anandamath. Anandamath, qui a été traduit par Franz Bhattacharya, c'est le livre de Bankim Chandra Chatterjee, et qui a été traduit par le monastère de la félicité, je crois, par Franz Bhattacharya. C'est Bankim, qui était bengali, nationaliste, et il utilisait pour la première fois le terme Vande Mataram, qui va devenir après l'hymne national indien à l'indépendance. Donc, en 1882, quand le livre sort, il est interdit, et puis il va falloir attendre
l'indépendance pour que cette interdiction soit enfin levée. Mais Tirthakar, ça c'est pour l'histoire. Dans l'Inde actuelle aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tendances accrues d'interdiction, d'obliger des éditeurs de retirer les choses ou opposer la tenue des expositions artistiques ou d'autres manifestations culturelles de ce genre? Mais écoutez, ce que j'ai compris en travaillant un peu sur les différentes, à partir des différents entretiens, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est surtout non pas tellement des censures directes ou des interdictions directes, mais une façon d'instiller la peur. De sorte qu'il y a une autocensure. L'autocensure parce que les écrivains ont peur. Les écrivains ont peur qu'on vienne les chercher chez eux, qu'ils soient trollés, qu'ils reçoivent des menaces de mort. Ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement pour les journalistes, mais ça arrive également pour les écrivains. Mais ce qui me paraît particulièrement un enjeu très important aujourd'hui, ça semble être le ciblage des manuels scolaires. Manuels d'histoire qui sont en train d'être réécrits. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème. Oui, par exemple, on a essayé d'effacer la présence du premier ministre de l'Inde, Pandit Nehru. On enlève les références au rôle joué de Pandit Nehru. On essaye aussi d'effacer tout l'héritage musulman et moghol de l'Inde. Donc, il y a eu aussi des suggestions qu'on doit renommer le Taj Mahal avec un nom hindou. On a commencé à renommer les grandes avenues de New Delhi, les villes entières. Allahabad est devenu Prayagraj et ainsi de suite. Je crois qu'on pourra maintenant passer aux questions des auditeurs parce que je crois qu'il y en a des questions. Jean-Louis, est-ce que vous pouvez partager les questions ou est-ce que vous pouvez les mettre là où les gens peuvent les voir? Jean-Louis. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Sudhir Vishnuvalingam qui demande, en fait, qui a demandé à Sainath si les trois cautions que Sainath avait dit qu'il ne faut pas penser que c'est aujourd'hui que ça arrive, il ne faut pas romanticiser les journalistes parce que les journalistes ne sont pas héros. Et il dit, est-ce que c'est notamment différent dans l'Occident, spécialement aux États-Unis? Est-ce que les médias ne sont pas les haut-parleurs pour les gouvernements et pour les entités corporates? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Daniel. Oui, pour faire une comparaison, en se basant encore sur notre méthodologie d'un classement de la liberté de la presse, les États-Unis sont autour de la 50e place sur 180 pays, ce qui n'est pas non plus énorme pour ce qu'on appelle la deuxième autre grande démocratie du monde, en quelque sorte. Et ce qu'on retrouve aussi comme faiblesse du système américain, c'est une grande concentration des médias, une concentration économique, et notamment sous Trump, mais on retrouve quand même ces phénomènes aussi avec des gouvernements à la fois démocrates et républicains. C'est aussi une certaine proximité des pouvoirs publics avec les propriétaires des grands médias, et un peu comme dans le phénomène qui se passe en Inde, c'est qu'on a quand même une nouvelle presse. On a mentionné au cours de cette discussion des médias comme The Wire, comme Scroll.in, c'est-à-dire une nouvelle presse qu'on retrouve aussi aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays en Europe, qui
d'un point de vue économique, fonctionne sur une niche, en fait, sur beaucoup des abonnements, ce qui lui permet d'avoir son indépendance économique, mais qui, du coup, s'adresse à un marché relativement limité. Donc, en Inde, ça va être essentiellement une presse anglophone et qui s'adresse à des personnes d'un niveau d'éducation plutôt élevé. Donc, en gros, cette remarque est tout à fait pertinente, c'est-à-dire que la différence se fait en termes de niveau, mais en termes de nature, on a des phénomènes vraiment similaires. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu si c'est devenu plus difficile pour vous en tant que journaliste étranger basé à Paris d'approcher des Indiens, d'éliciter des réponses? Est-ce que vous sentez une espèce de réticence de la part des gens à répondre à vos questions? C'est intéressant parce que d'un côté, on sent... alors, je vais d'abord dire le négatif avant de dire le positif. J'aime bien finir sur des notes positives. J'aimerais dire qu'en effet, il y a du fait du ciblage très particulier de certaines populations, en gros les musulmans. Les musulmans ont bien sûr tendance à avoir peur de nous parler parce qu'ils ont peur de n'importe quel bruit qui puisse de leurs paroles et du coup des répercussions de leurs paroles parce qu'ils peuvent être ciblés et que la police ne va jamais les aider. Donc, il y a certaines populations qui savent qu'elles sont menacées et qui vont avoir du mal à nous parler. Mais dans l'ensemble, j'aimerais dire qu'il y a quand même en Inde un cœur démocratique qui vit et qui bat aujourd'hui encore très fort. On dresse un portrait ce soir qui est très noir et je pense qu'il mérite d'être vraiment dressé. Mais il faut aussi laisser la place à la population indienne et à la tradition démocratique que la population inde a complètement intégrée, parce qu'il faut savoir que depuis 75 ans, on est en démocratie, sauf peut-être 2 ans d'un vrai régime dictatorial. Donc, il y a une vraie tradition démocratique, les élections ont toujours lieu et les gens s'expriment. Alors, les conditions, bien sûr, des élections, les conditions des médias, tout ça sont influencées, mais les gens s'expriment et dans la rue, ils osent dire. Les Dalits que j'ai rencontrés lors des élections d'Uttar Pradesh il y a 2 semaines, les gens même pauvres osent dire « je ne vais pas voter pour ce gouvernement, je ne veux pas le voir ». Et les paysans, il y a une très belle citation de paysans qui étaient en révolte. Encore une fois, des gens pauvres qui ont beaucoup à perdre si leur nom est ciblé. Ben, ils n'ont pas peur de donner leur nom. Et ça, c'est un bon signe qui montre que certes, il y a du ciblage, certes, beaucoup de gens sont attaqués, mais eux, ils ont encore voix au chapitre, ils n'ont pas encore peur de parler. Nous ne sommes pas encore en Chine. Et c'est là où j'aimerais croire que nous sommes encore en démocratie et qu'il y a encore un espoir que les gens, à un moment, en auront marre de cette répression qui les touche à tous les niveaux et qui changeront ce gouvernement s'il le faut, ou en tout cas, il y aura un changement qui viendra du peuple. Christophe voulait intervenir. Christophe, la parole est à toi. Juste un complément, une question, mais qui permet de compléter encore votre très riche présentation. Bon, le paysage a effectivement beaucoup changé, le paysage des médias indiens, et on a vu arriver de nouveaux acteurs, les médias online, hein, The Wire, Scroll.in et bien d'autres. On a aussi vu apparaître de nouvelles chaînes de télévision, à commencer par Republic TV, qui a été un coup de tonnerre dans le paysage médiatique quand même dans les années récentes. Comment est-ce que vous évaluez l'impact de ce genre de création? Quel est le business model? Quelle est finalement la stratégie que ça reflète du côté aussi des milieux d'affaires et des milieux politiques? Et puis, il n'y a pas que Republic TV. On peut aussi penser que ZTV et d'autres jouent des rôles comparables. Ça, c'est un point important, je pense, parce que c'est quand même ce qui est regardé le plus, pratiquement. Oui, si je peux répondre à cette question, je crois que les gens comme Arnab Goswami et Republic TV, ils survivent d'abord à cause de leur lien très, très proche avec le pouvoir. Ils se sont donnés, ils sont au service, au taquet du pouvoir.
Et ça, c'est tout à fait clair. Et c'est la même chose avec les autres chaînes de télévision comme Sudarshan TV, comme Zee TV, où vraiment les intérêts politiques et les intérêts économiques coïncident. Alors, évidemment, Arnab Goswami est un des haut-parleurs pour ce gouvernement. On a bien vu quand il a été arrêté parce qu'il a tenu des propos qui n'étaient pas bien vus, diffamatoires et tout ça. Il a été libéré sous caution, mais dans 24 heures. Tandis que beaucoup d'autres journalistes qui sont accusés de diffamation sont toujours en prison aujourd'hui. Donc, ça dit long sur ces chaînes de télévision, mais où le ton est absolument épouvantable. C'est de la bagarre constante, c'est des insultes constantes et c'est le harcèlement par le présentateur de la télévision des invités direct et en live. Et où le présentateur sort de son rôle qui est celui d'être quelqu'un qui pose des questions, mais qui sort de son rôle et il accuse certains de ses invités qui sont surtout des invités de l'opposition en les appelant antinationaux, en les insultant, mais à vive voix. C'est un point très, très noir sur l'échiquier de la télévision parce que vraiment, les organes de télévision comme NDTV qui fonctionnaient bien, on a presque détruit NDTV parce qu'on a envoyé les inspecteurs de finances, on les a accusés de faire du money laundering et de trafic d'argent noir et des choses comme ça, qui fait que NDTV a dû laisser tomber beaucoup de ces stars reporters et des stars journalistes. Ils ont vraiment un staff qui est devenu très, très maigre. Il y a une question de Sylvain Delatourne qui dit « Bonjour, pourriez-vous nous donner les titres des livres et des auteurs? Merci. » Alors, ce sont des titres qui ont été censurés, j'imagine. Je ne sais pas de quel titre ça s'agit. Christophe, est-ce que tu peux... Ça doit être, je pense que c'est les titres des livres dont on a parlé, Wendy Honegger. Je pense que Tialtaka est en train de répondre, peut-être qu'il peut répondre par écrit, c'est plus facile encore que voilà, ce sera facile de répondre. Oui, mais je vais répondre, oui. Je vais alimenter sur, en effet, Public TV, pour ceux qui connaissent pas Arnab Goswami. C'est un peu le Fox News, c'est la chaîne Fox News vraiment de l'Inde, qui a émergé à la faveur, en effet, de ce mouvement nationaliste qui était peut-être là. Hein. Il y a eu un mouvement nationaliste, il faut le reconnaître, hindouiste, une sorte de revanche que les hindouistes voulaient avoir sur la fierté hindouisme, un peu comme le Trumpisme aux États-Unis. Nous avons d'un coup un Modi qui est fier d'être hindou, le majoritarisme populiste. Donc, à cette faveur, en effet, voilà, nous avons Republic TV, pour ceux qui connaissent pas, en effet, cette chaîne extrêmement violente, nationaliste, qui a été fondée grâce à des financements du BJP à l'origine et qui est donc aujourd'hui menée par un journaliste très offensif, par Arnab Goswami. Et on voit que, en fait, il y a vraiment plus aucun intérêt vraiment sur la vérité. J'ai vécu des moments où il y a eu des violences dans la rue contre la loi sur la citoyenneté, où la chaîne donnait des fausses informations essentielles en Inde, à vraiment enflammer les troupes, à accuser les musulmans de faire ci, de faire ça, ou pendant le corona, à faire monter le corona djihad en disant que ce sont les musulmans qui répandaient le corona. Donc ce sont des agents alternatifs de création de la division à la faveur, qui est une politique qui est menée par le BJP. Donc on peut imaginer que ce sont vraiment des agents qui servent le BJP à dire ce que le BJP ne peut pas dire ouvertement, c'est-à-dire les musulmans propagent le corona. Donc il y a une vraie interdépendance économique, on l'a vu, et puis dans la narration entre ces médias et bien sûr ce sont pas eux qui vont finir en prison. On a bien compris que par contre dès qu'ils sont arrêtés, ils sont tout de suite libérés. Le gouvernement, avec tous les ministres du cabinet qui ont ouvertement soutenu
Arnab Goswami, quand il a été arrêté, non seulement pour des questions de diffamation, mais aussi pour des questions de non-paiement, enfin vraiment des affaires banales où vraiment il y avait vraiment des affaires financières, il était accusé et puis il était envoyé en prison, enfin une affaire, voilà. Et ben non, il a été libéré avec le soutien du gouvernement. Donc voilà, donc les médias sont aussi des belles caisses de résonance pour ce populisme. On a juste 1 minute qui nous reste avant qu'on rende l'antenne. Donc, le nom de cet auteur dans le livre a été censuré. Elle s'appelle Wendy, W-E-N-D-Y, Doniger, D-O-N-I-G-E-R. Peut-être Tirthankar pourra nous donner le titre complet de ce livre. Mais sinon, il me reste vraiment, Tirthankar, vas-y, donnez-nous le titre. Je vais vous donner le titre. Donc, le titre, c'est la page de 3, pardon. Voilà, Wendy Doniger, The Hindus and Alternative History. The Hindus and Alternative History. Il me reste qu'à vous remercier tous pour avoir participé dans cette table ronde. Et n'oubliez pas, notre prochaine table ronde est le 23 mars qui sera animée avec Asialist et ça sera aux mêmes heures. En fait, regardez notre site web et vous auriez toutes les informations sur les élections dans le Uttar Pradesh. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci.